Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock en direct de la tente Spotify, le spot des podcasts d'humour. T'es bien fin! C'est gentil! Merci pour l'enthousiasme! C'est le fun, en fait. Merci énormément parce que, en fait, nous sommes le podcast Pop en Stock. On est des chercheurs universitaires qui se penchent sur des questions générales, de règle générale. C'est pas redondant, pas tout. Et en fait, bon, on s'est fait offrir cette merveilleuse opportunité de présenter sur l'humour au Festival Juste pour rire, ce qui est quand même assez le fun, là, je veux dire. Pas mal le bon endroit. C'est comme... Oui, pas de problème. C'est pas du tout une étrangeté. Et c'est un beau défi. Ça se relève super bien. Ça me fait incroyablement plaisir d'être avec toi, Sandrine. Pareillement. Sérieux, je ne pouvais pas m'attendre à avoir la meilleure compagnie. Sandrine, as-tu une bio ou tu préfères que je la fasse pour toi? Ah, fais-la. Ah! Ah, yeah! Préparez-vous à beaucoup d'adjectifs. Sandrine Galland, une chercheure, intellect foudroyant, dame de lettres, dame de rire. C'est correct? Oui, c'est parfait. Dame de rire foudroyant, il C'est semblerait. vrai. Le rire foudroyant, oui. Dangereux à la radio. En fait, on est en train de faire nos études en même temps. Tu es vraiment plus avancé que moi, bravo. Oh, tu sais, c'est relatif le temps au doctorat. Bon point. Toi, tu travailles au doctorat en études littéraires sur les biographies d'humoristes. Ben, je travaille sur le féminisme contemporain aux États-Unis et celles qui ont pris une posture autobiographique dans leur position féministe, pour le dire très rapidement. Et pendant ce temps-là, tu as eu l'opportunité d'enseigner un cours sur la culture pop à l'UQAM. Oui, un cours qui s'appelle Culture populaire et féministe, donc qui s'intéresse à différentes manifestations de la culture populaire et à réfléchir comment les différents féministes peuvent s'articuler dans les grandes industries culturelles. C'est fabuleux. C'est un sujet extraordinaire quand même. Et c'est pour ça que ça me fait terriblement plaisir de te rencontrer. Tu as même, excuse-moi, il fallait que je le mentionne, participé à une publication dans la Gazette cette semaine portant sur... Ah, ben c'est parce que l'article l'UQAM est venu en classe. Il y a une série d'actualités UQAM qui s'appelle En classe. Donc, ils vont dans les classes de différents professeurs. C'est fascinant si vous voulez aller lire ça, là, que ce soit en biologie, en mathématiques, ils se promènent dans les classes. Et cet article-là a roulé. C'était le cours sur l'humour à ce moment-là, dans le cours Culture populaire et féministe. Donc, ça s'est ressorti et le journaliste de Gazette voulait faire un article comme c'était juste pour rire. Oui, exactement. Et l'article portait plus spécifiquement sur... l'absence... Ah oui, ben sur les questions genrées en humour. Là. Exactement. Est-ce qu'il y a un humour féminin? Est-ce que les femmes sont moins drôles? Tant de questions polémiques. Et c'est pour ça que ça nous a fait plaisir de présenter. Bon, vous avez vu le long préambule, la mise en bouche. C'est essentiellement pour dire qu'aujourd'hui, on va parler des femmes en humour. Et je n'ai pas du tout la formation pour être capable d'aborder cette question-là. Parce qu'effectivement, c'est une question qui est assez épineuse, mais qui, pour me présenter quand même brièvement, je suis juste fondamentalement quelqu'un qui aime réfléchir. Fait que ces idées-là sont moteurs de réflexion. Ces concepts-là, excuse-moi, parce que les idées étant moteurs de réflexion, c'est quand même un peu... ça se mord par la queue. Je trouve que l'actualité, la scène de la culture populaire contemporaine pose des très, très bonnes questions par rapport à la présence des femmes, par rapport à la posture que les femmes prennent sur cette scène-là. Puis bon, moi, ça me fait juste absolument plaisir d'y réfléchir en bonne compagnie, en ayant quelqu'un qui est capable de rectifier mes angles morts, qui est comme ma grosse crainte, je vais l'admettre actuellement. Je comprends. On en a tous. Et c'est particulier à la culture populaire aussi. À la base, ben, la culture populaire étant issue de grandes industries, je veux dire Hollywood, je veux dire même Juste pour rire, c'est des grandes machines qui produisent du contenu. Ben forcément, il y a constamment des faux pas, des points aveugles, mais ça veut pas dire que ces objets-là peuvent pas arriver à quelque chose quand même ou faire quelque chose quand même. Exactement, c'est ça. Moi, je considère, étant beaucoup plus un spécialiste de la culture pop, de la bande dessinée, de la culture populaire, comme on la verrait plus de l'angle de la culture geek, moi, c'est toujours avec cette approche-là que j'aborde ces objets-là, c'est en disant, oui, effectivement, il y a des faux pas, oui, effectivement, il y a des erreurs, il y a des moments de malhabileté, mais ces moments-là sont extrêmement importants parce que on apprend, on rectifie les faits, on reconstruit. La fanfiction est, à mon avis, un acte de reconstruction continuelle. Fait que tout va bien. Tout va très bien. Bien. Et tout va tellement bien, en fait, je me suis concocté un jeu
aujourd'hui pour les bienfaits de l'émission. Parce que Pop en Stock a quand même plusieurs manifestations, il y a plusieurs formes. Des fois, ça devient des tables rondes, des fois, c'est des rencontres directes avec des chercheurs. Mais aujourd'hui, ce que je me suis dit pour assurer que c'était pour être une discussion fascinante pour la petite armée de personnes qui sont en file d'attente en face de l'Astral, qui nous écoutent actuellement, et Sophie Croteau, qui, elle, nous écoute dessus. Ce que je me suis dit, c'est que j'ai proposé à Sandrine de prendre 5 post-it et d'écrire 5 objets d'humour féminin sur un post-it. Et on était pour et de moi de même, je ferais la même chose. Et on pourrait s'interroger sur ça. Donc, fondamentalement, pour vous révéler le processus de pensée derrière ça, c'est que j'ai un peu lu la thèse de Sandrine et elle parle tellement de personnalités différentes qu'au fil de ma lecture, je me disais « Ah non, je veux vraiment avoir l'opinion de Sandrine par rapport à ça. » Et j'ose espérer que peut-être qu'il y a une ou deux personnes ou un ou deux objets que toi, tu serais curieuse ou intéressée de savoir qu'est-ce que j'en pense. J'ai plein de post-it. J'ai eu très peur avec les 2 noms que tu as Oui, bien, je pense que ceux-là sortiront pas. On va conserver le mystère pour tout le monde. C'est ça, tes amis de ce côté-là pour me faire juste, tiens, voilà. Oh no! OK. C'est moi qui commence? C'est toi qui commence. Yes, OK. Le truc, c'est que, puis cela, encore, on soulève le rideau derrière tout ce mystère. On n'est pas si bien organisé que ça. Il y a un monsieur qui veut me pitcher un serpent. Vous savez pas à quel point est-ce que c'est commun, ça. Tout le monde veut me lancer un serpent au moins une fois dans leur vie. C'est arrivé beaucoup trop souvent. Je pense que c'est arrivé récemment à Yamaska. J'ai jamais pris le nom du monsieur qui a essayé de me garocher une couleuvre, mais qu'est-ce que tu veux? Peut-être qu'on se recroisera. Bref, j'ai un peu manqué le bateau sur un grand événement d'humour féminin. Quand je dis manquer le bateau, c'est une espèce de façon un peu de s'excuser, mais c'est aussi une façon d'exposer un aspect de ma personnalité quand tout roule trop à fond dans la machine promotionnelle, dans le bouche à oreille. J'ai tendance à vouloir, pour pas surir mon appréciation du moment, laisser. Je pense que c'est un réflexe qui est quand même assez commun, là. C'est pas tout le monde qui est comme ça, parce que bon, ça prend des vogues, ça prend des modes. Mais quand tout le monde tripe sur de quoi, je préfère laisser 4-6 mois, 1 an. On laisse ça aller un peu, puis on revient plus tard avec une espèce une tabula rasa qui fait en sorte que tu peux l'apprécier à l'extérieur de l'opinion populaire. Bref, je n'ai pas écouté le spectacle de Hannah Gadsby. Je suis désolé, je m'excuse. J'ai pas vu le show qui a défrayé la chronique que les gens ont trouvé politiquement, humoristiquement, artistiquement, émotivement, moralement important, quasi primordial, quasi qu'est-ce que tu es en train de faire là, va écouter le spectacle. On m'a urgé d'aller le voir, je ne l'ai pas vu, je m'excuse à tout le monde. Qu'est-ce que tu as pensé de ce spectacle-là? Qu'est-ce que tu penses de Hannah Gadsby en général? C'est drôle, tu soulèves plein de choses. Parce qu'il y a aussi des gens qui se sont sentis fooled, roulés dans la poussière par rapport à Hannah Gadsby parce qu'ils se sont assis devant Nanette, ils se sont dit, OK, un show d'humour, un spécial Netflix, et finalement, c'est vraiment pas si drôle. Ben, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très drôle, mais il y a des moments pas très drôles, et ça a éveillé beaucoup de colère, ou en tout cas, qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Ouais, il y a des gens qui ont été très en réaction par rapport au spectacle Nanette, ce que je comprends parce que c'est pas facile. Pour mettre en contexte, Nanette de Hannah Gadsby, c'est en apparence un spectacle de stand-up classique, donc Nanette est devant son micro avec une salle habituelle, et elle a une formation en art plastique visuel, là, je m'avance. Donc, elle fait beaucoup de blagues en relié aux peintres comme Vincent Van Gogh et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'humour qui passe par là. Et elle s'attaque beaucoup, bien sûr, à ce qu'elle appelle le white male privilege et tout ça. Donc, mais ce qu'elle fait, c'est qu'un peu, Hannah Gadsby a proposé ce qu'on pourrait appeler un post-humour, pour prendre des grands termes, là. C'est qu'en fait, le spectacle déconstruit la structure même de la blague. Durant le 1h30 et tout ça, c'est qu'elle va vraiment nous amener à comprendre que pour construire une blague, contrairement à plein d'autres types de récits, on s'arrête au milieu. On a un commencement, un milieu, et ça s'arrête là. C'est que l'humoriste est en charge de créer une tension qui rend le public inconfortable. C'est le principe même de la blague, c'est ce qu'elle, selon elle. Donc, on construit une tension, on rend le public soit mal à l'aise, soit tendu, soit curieux de ce qui va se passer, donc une sorte de tension. Et le fameux punchline,
libère la tension, le rire advient, on est libéré. Oui. C'est l'aristotélicien, le crescendo, nanana, puis ouais. Mais ce qu'elle dit, c'est que malheureusement, dans les récits de vie, dans les récits en tout genre, il y a d'habitude une fin. Et c'est la fin qui manque en humour pour être réparatrice. Et là, on touche à autre chose, c'est que souvent, l'humour au féminin, mais aussi l'humour de toute forme de minorité, ou qui n'est pas le discours dominant, est souvent un humour d'autodérision. Ouais. Parce qu'il n'est pas dangereux pour personne d'autre que soi. Il n'est pas politique. Ah, Oui. oui. On va pas rire de... Si je fais une blague sur mes menstruations, on va rire de moi. Joke's on you, c'est ça? Oui. Et elle a dit, le problème avec ça, c'est qu'on va se raconter des récits qui n'ont jamais de fin, et on en vient à se croire ça. Ah ouais, c'est super intéressant, ça. Là, je vous vends tout le punch, là, mais... Mais pas le show, quand même, parce qu'il y a des jokes dedans. Fait. Oui, c'est ça. C'est qu'elle raconte, finalement, son coming out à travers tout ça, et dont une scène particulière où elle flirte un peu avec la blonde d'un gars à l'arrêt d'autobus, et elle le rend drôle, mais à la fin, elle nous rattrape en disant, pour le rendre drôle, il a fallu que je cache l'essentiel et que finalement, il y a eu un acte d'agression à ce moment-là. Oh! Oui. Et là, ça devient plus drôle, comme tu disais. C'est pour ça je parlais de méta-humour, post-humour ou pas humour. C'est qu'il y a quand même une forme de dénonciation sur le dommage que peut prendre certaines structures normales ou régulières ou habituelles de l'humour. Voilà. Mais moi, je trouve ça absolument fascinant, en fait, parce que je pense beaucoup à... Il y a un chercheur c'est un gars du web plus qu'autre chose, mais qui est actuellement beaucoup plus dans l'espèce de crainte de la déshumanisation ambiante. Un gars qui s'appelle Douglas Rushkoff. Ça, c'est des mots vraiment light. Ouais, j'avoue. Non, mais c'est ça, mais en gros, c'est le gars qui a inventé le terme cyberespace. OK. Non, attends, c'est pas lui qui a inventé le cyberespace, c'est lui qui a amené la première métaphore virale par rapport au web. C'est le gars qui a traité l'Internet comme un virus, puis tout ça, puis c'est un ancien raver. Maintenant, il habite à New York. Il est professeur dans l'Institut... Peut-être pas à Rochester, mais je sais pas trop. C'est un gros professeur qui a 30 ans d'études de web. Il a été avec Genesis P. Orridge. C'est quand même un gars qui a fait plein de drogues hallucinogènes, là, pour quand même dresser un portrait. Puis que là, actuellement, il est dans l'ère de Amazon, puis Google, puis GAFAM, puis il fait... Là, il y a un problème. On est en train de voir une domination de l'algorithme sur le comportement humain. Qu'est-ce qu'on fait pour réapprendre à être humain? À se réhumaniser, OK, je comprends. Exactement. Fait que c'est ça que son gros trip actuellement. Possiblement avec quelques drogues hallucinogènes. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Des lectures de calendrier puis des trucs de même. Et un des trucs qui parle, parce que c'est un ancien acteur de théâtre, c'est la crainte qu'il y a de la courbe dramatique aristotélicienne et la courbe du plaisir masculin. Puis comment est-ce qu'ils se ressemblent et que ça fait en sorte que ça fait, depuis Aristote, qu'on écrit des histoires qui sont basées sur un biorhythme masculin. Et que si on se met à écrire quelque chose qui est dans un biorhythme différent, puis lui, bon, il associe beaucoup plus la femme avec le non-linéaire, donc beaucoup plus l'espèce de constellation, ben on est en train de raconter, on pourrait raconter la même histoire, mais on la raconterait différemment. Fait qu'on pourrait en soutirer d'autres leçons. Puis quand tu dis ça, c'est un peu ça, tu sais, le stand-up comme étant coitus interruptus. C'est que les codes de l'humour sont avec ce qu'on associe au masculin. J'aime pas, tu sais, moi j'aime bien qu'on sorte de ça, là, cette espèce de dichotomie binarité, mais veut pas, les associations, l'agressivité, dominer quelque chose, sa foule et tout ça, c'est sûr que c'est relié à un code masculin, alors que le code féminin est resté retenu, pas rire trop fort. Ouais. Donc, c'est ça. Oui, ça participe de ça, tout à fait. C'est ça, donc je trouve ça vraiment intéressant, puis ça, bon, oui, j'avais le goût de l'écouter, mais là, je suis d'autant plus... C'est qu'elle est brillante, Anna Gadsby. Oh, ouais. C'est... Le mot anglais, là, c'est wit. Oui, de l'esprit. Oui, vraiment de l'esprit, elle est quick, vraiment, c'est... Parce que même dans les moments les plus noirs ou les moins drôles, tu te dis, c'est bien envoyé quand même. Ouais, donc, ouais, ça a été travaillé, ça a été sculpté. Okay. Mais tu sais, moi, je travaille sur Beyoncé dans ma thèse, là, puis je voulais te rassurer. Lemonade, là, ça m'a pris 2 ans, je pense. Ah ouais. Fait que tu sais, pas voir des objets, même s'il faut, des fois... OK, ça t'a pris 2 ans pour l'écouter? Oui. Ah. Donc, vas en paix avec Anna Gadsby. C'est-tu à cause que Lemonade, ça avait été trop... Ouais, j'étais comme saturée, il fallait que je l'écoute, mais ça me tentait plus.
Ah, man, c'est un super album. Ça a pas... ouais, Ben oui, ok. ben voilà, c'est fait maintenant. Il reste juste à voir... Qu'est-ce que Hein? Homecoming, c'est Nanette. fait. Nanette. Ah, Nanette, oui. Excuse-moi. Voilà. On passe de Beyoncé à Anna Gatsby. On peut parler de Beyoncé, man. On peut amener... Non. Bonjour, pas ce bienvenue à la tente Spotify. Nous sommes all Beyoncé all the time. Ça serait... Ah, on a eu l'attention de ce monsieur-là. Quelqu'un de plus. soir. Bon, sur quoi j'ai envie de t'entendre, moi? Oi, oi. OK, je te donne un choix de réponse. T'as-tu vu la posture? Ah ouais, Ouais, OK. C'est bon. J'aimerais que tu me parles d'une série ou des deux OK. que j'ai beaucoup aimé. Bon, la première, c'est The Good Place. Est-ce que tu l'as écouté? Non, Bon. mais je peux en parler. Ouais, ça, je me doutais. Mais sinon, je voulais savoir ce que tu pensais d'Incredible Kimmy Schmidt. Est-ce que tu l'as écouté aussi? J'ai écouté la première saison. OK. Est-ce que c'est un hit? Est-ce que c'est un miss? Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Oh, wow. Wow. Oh. Ou Moi, que- j'étais plein de confiance. Et là, tout d'un coup, ça fait... Ah. Moi, c'est plus par rapport à The Good Place. Il y a un truc que... Ah, ben The Good Place, parfait. Ben, Kimmy Schmidt, j'ai l'impression, tu me corrigeras, que la première saison était un test d'acceptation. Parce qu'en fait, quand tu présentes des choses comme ça, des concepts ou des trucs qui sont un peu high concept, tu sais, il y a de la philosophie où il y a vraiment comme une adaptation et qu'il y a, au-delà du sitcom habituel, il y a vraiment un commentaire qui est en filon dans tous les épisodes. C'est pas dans la première saison que tu l'atteins au premier coup. Non, c'est... Ouais. OK, je comprends ce que tu veux dire. Fait que je pourrais seulement me baser sur la première saison de Kimmy Schmidt où je voyais, ou du moins j'avais l'impression, parce que je veux pas avoir comme l'espèce de présomption, je comprenais où ils voulaient se rendre, mais je me suis pas rendu là avec eux autres. Mais j'ai fait, wow, félicitations, vous avez bien établi les bases, à la fois par rapport au personnage, les situations, puis d'avoir établi Kimmy Schmidt aussi. C'est vraiment pas évident de prendre ce type de personnage-là, puis de le... les lignes de force et de faiblesse, de naïveté, d'intelligence et de sagesse sont continuellement dans le balancement. Ça fait que je trouve que Kimmy Schmidt est un personnage vraiment compliqué à cerner puis à faire accepter. De l'autre bord avec Good Place, je vais toujours avoir une grande admiration pour le créateur de Good Place. Autant pour Wonder Falls que Dead Like Me, que si je me rappelle, c'est toute la même personne. Ah ben, je sais pas, vous allez demander... Ah, j'ai le spécialiste dans l'Assemblée qui me dit Je me que suis non. trompé? C'est pas la même personne. OK, bon. OK. Tout de même, j'ai entendu une entrevue avec ce créateur-là, puis il y a un truc qui m'a extrêmement plu, c'est sa récalcitrance d'être moderne. Puis c'est un peu... Ben, c'est pas du tout de cette manière-là qu'il l'énonce, mais moi, c'est comme ça que je l'ai senti. C'est que c'est quelqu'un qui veut aucune vulgarité, aucun déplacement, aucun... Tu sais, c'est quelqu'un qui a une espèce de respect de l'âge d'or du sitcom et qui, dans les dernières années, a quand même, certes, des appréciations pour des trucs comme Arrested Development, comme des trucs qui sont bien faits, puis tout, mais que lui, il se refuse. Il n'y a pas de... Ça sacre pas. Il n'y a pas de blagues. Bon, évidemment, de par le sujet, il y a quelques blagues qui peuvent aller plus loin, mais c'est dans le sous-entendu. Oui, c'est oui. ça. Il est dans le wholesome. Oui, tout à fait. J'ai tendance à... Tu mets le doigt sur quelque chose que j'avais pas remarqué en l'écoutant, mais qui était là dans l'ambiance, dans le feeling. J'aurais pas pu dire, mais... Et lui, là, c'est sa posture. Il est comme, non, je veux que, au-delà du... Parce que, bon, on est aussi dans un climat où tout le monde traite la désignification, traite le... Tu sais, c'est PG, on est en train de faire ça pour la famille, puis tout. C'est pas nécessairement ça que ça fait Good Place. C'est pas comme si ça se voulait d'être le plus universel possible, mais ça refuse d'aller dans les recoins qu'on fait dans le sitcom. Visuellement, vous n'êtes pas capable de le voir, là, mais j'hésite, ou je lutte beaucoup avec le terme cheap. Ouais, j'allais dire facile. C'est ça. Ouais. Il fait pas cheap. Il fait pas... Là où le punch aurait pu être facile s'il y avait quelque chose de vulgaire ou aurait été évident, il l'évite continuellement. Fait que pour moi, The Good Place a quelque chose d'extrêmement précieux dans sa... Non, on revient à une époque où tout était plus innocent, mais tout était comme dans le sous-entendu ou dans le second niveau. Fait que non, je pas écouté, mais quand même beaucoup de respect pour la posture de la personne. C'est bon. Excuse-moi. Non, c'est pas correct. Juste, oui, effectivement, je me suis un peu mis dans un... Ah ben... Hey, on essaye ça! C'est à l'aveugle, là, c'est post-it, qu'est-ce que tu veux? Moi,
Je la connais pas beaucoup. Je ne sais pas de où je la connais le plus. Je pense que je la connais le plus de par la fascination qu'elle engendre par tout le monde autour d'elle. Ah non, qu'est-ce que je dis? Je la connais le plus de Star Trek. Tig Notaro. Ah! Qu'est-ce que tu penses de Tig Notaro? C'est drôle, hein, parce que depuis que j'ai découvert Tig Notaro, j'ai l'impression que tout le monde la connaît. Puis non. C'est une ingénieure dans Star Trek, Enterprise. C'était fou quand je l'ai vue, j'étais comme, wait. Mais c'est quand même une humoriste qui est restée jusqu'à très récemment sous les radars. Ben, oui, non, là, elle reste quand même, mais récemment, elle a eu One Mississippi, je pense, le titre de son... One Mississippi, en tout cas. Nos experts dans la salle? Oui, c'est ça. On confirme que oui. On confirme que oui. Merci. Une série humoristique un peu plus autobiographique. Et en fait, c'est qu'elle a créé un moment d'humour qui s'était jamais vu avant, ou en tout cas qui a vraiment remué la scène humoristique aux États-Unis, en tout cas. C'est que Tig Notaro, c'est une personne qui fait du stand-up de type pince sans rire, donc un ton très égal, laisse tomber la blague comme si de rien n'était, donc vous voyez un peu le genre. Sa carrière humoristique va bien, elle écrit beaucoup pour les autres, entre autres, et éventuellement, il y a une année, elle a ce qu'on appellerait entre nous une année de marde. Elle attrape, donc il se passe beaucoup de choses dans sa vie, elle attrape l'assez difficile, elle manque de mourir, sa mère meurt, sa blonde la laisse, donc c'est vraiment, ça va pas très bien. Et elle faisait des soirées d'humour, comme ça arrive là, dans des comedy clubs à L.A. Puis son ami lui dit, ben tu devrais parler de tout ça, tu devrais parler de tes malheurs. Parce qu'on peut quand même toujours réussir à rire dans la douleur, dans le malheur. Puis elle dit, ben voyons donc, elle trouve rien, il n'y a rien de drôle là-dedans pour elle. Une semaine avant son stand-up, elle a toujours pas d'énergie, elle sait pas que ça va présenter ce soir-là au Largo, qui est donc le club où elle présente. Et son médecin l'appelle pour lui dire qu'elle a un cancer bilatéral du sein. Ah. Puis là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui twitch en elle, puis elle dit, ça n'a pas de sens. Je veux dire, combien de choses peut encore m'arriver? Ouais. Donc, elle dit, OK, c'est beau. Puis elle monte sur scène sans avoir préparé son matériel, en fait. Ben non, c'est soi-même, là. C'est ça. Elle rentre, puis elle décide d'en parler, puis elle dit, Hello, I have cancer. Puis la salle rit. Après ça, ils comprennent que c'est pas vraiment une blague. Et donc, ça, c'est un moment d'humour qui a vraiment fait basculer les choses. Ouais. C'est devenu elle l'a vendu ensuite en CD, je pense, mais bref. Mais c'est qu'elle a poussé encore après. Elle a subi une double mastectomie. Et elle est remontée sur scène ensuite. Et il y a un moment, il est sur Netflix si ça vous intéresse, ce spectacle-là. Je pense que c'est simplement Tig, le nom, je suis pas certaine. Elle fait une blague et le ton change un peu. Donc, elle reste très pince sans rire, mais elle est beaucoup plus intime qu'avant, je dirais. Donc, elle parle justement de tous ses malheurs, de tout ça. Et éventuellement, elle finit un sketch et elle passe la sécurité à la... C'est un sketch qui est sur... Elle va prendre l'avion et elle passe la sécurité. Et là, la personne qui doit lui faire une fouille n'arrive pas à savoir si c'est un gars ou une fille. Parce que déjà, Tig Notaro est très androgyne, donc elle est habituée à cette réaction-là. Mais là, comme elle n'a plus de marque du féminin, si vous voulez, donc comme elle n'a plus ses seins... Et parce qu'on ne va pas palper l'entrejambe. Exact. Ouais. Et elle décide de ne pas parler, c'est ce qu'elle dit. Wow. Elle dit, je vois très bien ce qui se passe, je comprends que Mais tout ça est hilarant, hein, parce que c'est encore avec son humour pince sans rire, donc il faut voir que, évidemment, la foule se tord de rire, mais elle reste avec son visage de glace. Et donc, il y a toute une réflexion sur qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que le rapport à rassurer les gens sur son genre, sur son identité féminine. Donc ça, c'est une chose. C'est déjà une chose qu'elle fait dans ce spectacle-là qui est intéressant. Ah ouais. C'est que le sketch se finit et elle commence à déboutonner sa chemise. Là, la foule, bon joueur, réagit. Un peu comme ont eu des gens qui font un effeuillage. Un spectacle de burlesque. Voilà, ouais, exact. Ambiance burlesque. Et là, elle dit, ben non, guys, je vais pas enlever ma cheville. Voyons donc, je n'enlèverai pas ma chemise. Et bien sûr, elle enlève sa chemise. Et elle va passer le reste du stand. Donc, il reste une demi-heure à son spectacle, torse nu. Ah. Mais ce qui est vraiment intéressant, à mon sens, c'est que le propos des blagues ne concerne pas son corps nu ou son torse nu. C'est qu'elle continue, elle leur dit, je vais vous dire quelque chose, j'ai vraiment peur de voler. Puis là, elle raconte ses peurs d'avion, puis etc., etc. Donc, pendant une demi-heure, elle est là, sous les projecteurs, extrêmement
Vulnérable. Exact, Ouais. merci, mais non. Et- Parce que ça n'en devient pas un cas, elle n'en Exact. fait pas le concept ou c'est pas ça le clou du spectacle, C'est c'est juste là je continue. Puis on voit en arrière son veston et sa chemise qui sont là posés sur le pied de micro, retournés. Puis il y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis la foule, en tout cas le public a l'air de trouver aussi là, avec tout ce qui se passe. Mais donc il y a quelque chose dans ces deux moments, là, le moment où elle décide de créer un malaise en disant « Hello everyone, I have cancer » et ensuite de se mettre à nu littéralement dans ce cas-là, devant son public, qui est assez intéressant du côté de Tig Notaro. Mais ça a l'air d'un moment puissant comme c'est pas croyable, là. Juste à le raconter, je suis comme Ouais, je suis dans la chair de poule, là, j'ai pas vu ça. Contrairement, par exemple, à Anna Gatsby, qui est beaucoup dans le texte, dans la parole, là, j'ai trouvé que c'était vraiment une performance. Ben, le mot est peut-être un peu gros, là, c'est pas vraiment une... Mais c'est ça. Tout se passe dans le corps, parce que finalement, ces blagues ne suivent pas ce qui se passe. Oui, peut-être que... corrige-moi si je me trompe, là, mais est-ce que tu penses plus à performance dans l'expression anglophone? C'est du performance art? Oui, c'est... Ben, moi, je sais pas, c'est l'impression que ça me donnerait, par exemple, là, c'est qu'est-ce qu'on pourrait introniser ça dans des musées, une espèce de façon... Ben, du côté de l'humour, peut-être, oui. Ouais, parce que pas tant que C'est sûr que l'humour est toujours... On le met toujours à part, là. Oui, exactement. Mais ça, dans cette vulnérabilité-là, dans cette... le moment présent, comme tu dis, il y a quelque chose à savoir aussi par rapport à l'humour, c'est qu'il y a beaucoup de répètes. C'est des gens qui travaillent beaucoup leur spectacle pour le timing, tout, que quelqu'un, déjà à la base, fasse quelque chose de si sensible, mais Oui. qu'elle le fasse. Puis c'était le principe du premier spectacle où elle est montée sur scène au Largo, c'est qu'elle avait presque rien, en fait. Et qu'elle a vraiment, vraiment improvisé avec les malaises du public. Et à un moment donné, ils ont arrêté de rire. Parce que là, elle disait, oui, non, mais j'ai vraiment le cancer, je vais mourir. Puis là, Là, il rit plus. ça rit forcé, puis là, ça... Elle a dit, c'est correct, vous allez être correct, pas moi, mais vous, oui. Ah! Ça continue, puis en tout cas, c'est... Puis, ben, éventuellement, il y a une espèce de convivialité ou de solidarité. Là, le public, OK, on est là, on va vivre ça ensemble. Ben c'est ça, mais on vit pas ça dans un show de stand-up, normalement. On Non, c'est sort ça. avec... C'est des moments d'humour qui sont un peu à côté, en tout cas, c'est intéressant. Oui, mais qui sont à côté, effectivement, mais puissants. Oui, ben, Ça change, là. Ça peut être un moment de réalignement, de reprise de conscience. Ça peut changer des humains, des moments comme ça. Moi, je peux t'assurer, dans un monde fictif, où avoir été dans cette salle-là à ce moment-là, je n'en serais pas sorti intact. C'est quelque chose qui m'aurait transpercé et qui aurait été un an là, de réflexion à faire. Wow, qu'est-ce que je viens de voir? Wow! Oh oui, absolument. Absolument. Plus que la majorité des spectacles d'humour qui sont mes classiques. Tu sais, que je fais, ah oui, mais tu sais, ça là, je retourne tout le temps, ça là, je retourne tout le temps à Chappelle Show saison 2. Tu sais, c'est comme, non, ça serait un moment. Puis là, je pèse mes mots, j'utilise le mot transcendantal. Là. Ça serait quelqu'un qui a réussi à dépasser son art, dépasser son corps, dépasser tout le monde dans sa... Non, Oui, c'est pas quelque chose qu'on va aborder peut-être ce soir, mais je me demande l'impact que va avoir des plateformes comme Netflix sur la diffusion du spectacle comme ça. Parce qu'avant, on n'y aurait pas vraiment eu accès, à moins qu'ils se vendent en DVD ou... Ouais, effectivement. Il y a quelque chose vraiment, il y a une forme de... Ouais. Ben, moi, en fait, pour bondir sur cette question-là, ce que je trouve le fun, c'est que cette plateforme géante-là, qui est un magnat de l'humour, les diffuse et les met en premier plan. Ouais. Fait que ça dit beaucoup à la fois que les gens veulent voir ça, parce que si les statistiques feraient en sorte que Netflix voyait que c'était pas populaire, ils les mettraient pas de devant. Puis que les gens veulent voir ça, puis qu'ils sont prêts à voir ça, ça veut dire qu'on est... Le public a parlé. Là c'est dans le culture pop, dans le plus pop, le populaire. Le peuple veut voir ça. Oui. Ce qui est notre dada à tous les deux, là, c'est que les industries, ou en tout cas Hollywood, tout ça, ils ont bien beau vouloir mettre certaines choses à l'avant. Après, les consommatrices et les consommateurs, c'est eux qui vont décider. Puis ils ont décidé pour ça. C'est ça. C'est ça qui est extraordinaire, parce que c'est sensible, complexe, transcendantal, puis... non-binaire. Non, oui. Ça, il faut que je m'en sorte. Mais non, parce qu'il y a ça aussi avec Tig Notaro, c'est que dans ce sketch-là particulièrement, elle échappe à tout, là, du masculin au féminin. Là, elle vient vraiment sortir ça constamment. Puis comme on voulait un peu parler de ça ce soir, c'est intéressant. Puis jusqu'à la dernière seconde, elle va serrer les mains des gens
Puis elle dit « touch me ». Elle est encore torse nu, là. Elle salue la foule, elle dit « touch me, I'm just a person ». Puis Wow! ça, je suis comme « Ah oui, voilà, c'est ça ». Elle leur dit « je suis juste quelqu'un ». C'est Aïe, important aïe. que mes seins soient plus là pour me définir. Il y a tellement quelque chose de... Ouais, c'est Ouais, puissant pour c'est- elle et pour les spectatrices, C'est spectateurs. encore plus drôle avec son ton affable et Ben, sa non-expression. Dans Star Trek, elle remplace Bones. Ben oui, voilà. Fait que c'est le casting. Je pense que c'est la première fois de l'histoire de Star Trek pour moi que je vois quelqu'un que je connaissais avant qui apparaît dans la série. Tu sais, c'est comme... Ah oui, OK. c'est pas un casting de cette Vulcaine deviendra Kirstie Alley qui joue dans Cheers ou Oui, c'est l'inverse. ce Shatner deviendra Kirk qui a étudié quelque part autour d'ici. J'ai fait l'inversement par exprès. Tu sais, elle, c'était vraiment comme wow, Tig Notaro dans Star Trek. Yes! C'est bien malade! Merci pour ça. Ah ben là, c'est toi qui poses des questions, hein? Ah, c'est vrai, c'est moi, celle-là. OK, ta réponse, c'était quelque chose d'autre. Moi, j'ai triché pour celle-là parce que tu m'en as déjà parlé, puis j'aimerais ça que tu m'en reparles. T'as écouté quand même un peu la série Inside Amy Schumer, hein? Oui, j'ai écouté au moins 2 saisons. Ouais. J'aimerais ça que tu nous expliques puis que tu reviennes sur... Parce que tu t'étais emporté, on s'était croisés au détour d'un couloir. Et ça m'avait jeté à terre parce que moi, j'avais pas du tout lu ça parce que j'avais pas les mêmes codes que toi pour analyser cette série-là. Ouais. La fameuse... le fameux sketch où il y a l'équipe de football puis elle boit son grand verre de vin, là. Ouais. Ah oui, OK. Toute la joke de Friday Night Lights. Ouais. Oui, oui. Aïe, aïe, Mais remets merci. en contexte, là. explique. Merci beaucoup. Ah, parce que j'ai pas une bonne mémoire pour ces Ah oui, choses. ça fait longtemps, hein? Ben, si ça fait trop longtemps, c'est pas grave. J'aimais là. beaucoup, mais quand même, ouais, cette histoire-là, c'est le. Je sais pas, bon. Hey, je sais pas si ça dit quelque chose par rapport à l'humour. Ça dit quelque chose par rapport à mon amour des récits quétaines de sport. Ah, OK, c'est vrai. J'aime beaucoup quand le sport Amène-nous est... ailleurs. Ouais, Field of Dreams, tu sais, tout Shoeless Joe Jackson, tu sais ça. Je suis en train, en fait, ça me pogne vraiment comme il faut, là, parce que je suis en train de réécouter la série documentaire Baseball de Ken Burns, puis c'est juste des histoires. Puis, conséquemment, avec mes enfants, on est en train d'écouter A League of Their Own, Ah oui. qui vieillit bizarre. Ah, c'est Mais vrai. ça va avec, toujours comme... C'est pas toujours Ah, parfait. ouais, il y a un peu de Tom Hanks, il va pas... Ouais, tu l'as fait boire beaucoup, hein? Bon, ouais. C'est vrai qu'il a rejoué récemment à la télé. Il y a une scène Ça sonne une qui autre est- époque quand je dis des choses comme ça. C'est ça, j'ai comme... Ouais. Bon, bref, j'aime beaucoup les récits de sport quétaine. Je suis pas un gros fan de baseball, football, mais j'ai écouté Friday Night Lights au complet parce que Friday Night Lights, c'est l'affaire le plus comme petit village, espoir, quarterback. Toute la ville est autour de ce jeune homme-là. Puis c'est juste des belles émotions. Il y a quelque chose de très poétique pour moi par rapport à la condition masculine et le sport, que ça prend, c'est ça, ça prend comme une famille complète pour créer un ninja. Ça prend vraiment beaucoup de monde pour éduquer un ninja, de faire en sorte que le ninja est à son pinacle de force, est un tueur redoutable. Fait que ça prend beaucoup de personnes pour amener ces athlètes-là à leur pratique. Fait que ça devient aisément des récits familiales. Excusez, là, il y a comme un ninja qui est passé. Je ne veux pas passer ça sous silence. Il n'y a pas tout le monde qui... Il va comprendre Ouais, la c'est ça. référence. Un ninja, mesdames et messieurs. Un ninja! OK. Bref, Friday Night Lights, c'est vraiment le Midwest. Tout le monde est dans l'espoir, puis on veut que cette personne-là atteigne quelque chose, transcende ses conditions, puis tout. Amy Schumer fait un gag, en fait, c'est que, évidemment, parce que c'est sportif, il y a beaucoup qui est mis sur les figures inspirantes masculines. Le coach, par exemple. Exactement, puis les autres joueurs, puis bon, il y a celui qui est un peu dans l'autodestruction, peut-être. Mais Amy Schumer, elle a fait un sketch au complet où ce qu'elle prend à travers le personnage de Connie Britton, qui vit beaucoup plus de difficultés que tout le monde. Toute l'équipe rassemblée. C'est époustouflant comment Connie Britton, elle est la directrice de l'école en étant mère d'un nouveau-né, en ayant à épauler les crises existentielles de son mari coach, qu'elle déracine sa famille continuellement pour faire suivre les aspirations et les espoirs de son mari, pendant qu'elle est en train de gérer une préadolescente qui est en train de vivre toutes les hormones. Connie Britton, là, a toutes les défis qu'elle a dans la série, ça outrepasse cette idée-là d'avoir à laver ton uniforme une fois de temps en temps.
puis d'avoir à dire le speech qui va rallier l'équipe, qui vont gagner cette game-là. Mais est-ce qu'il l'aborde? C'est ça ma question. Elle l'aborde avec un hilarant. Donc- C'est un petit détail que, quand elle est en train de faire ce pastiche-là, c'est Amy Schumer qui prend le rôle de Connie Britton, et à chaque scène, sa coupe de vin blanc est plus grosse. Jusqu'à devenir monstrueuse. là. C'est tellement drôle, parce qu'à la fin, là, elle pacte l'équipe dans la van, puis elle a un galon sur un espèce de poteau de vitre, puis elle est juste comme « Allez les battre! » Puis elle te cale ça comme du Gatorade post-saison. Oui. C'est cette joke-là qui est tout le temps poussée sur sur la perspective féminine sur ces grands récits-là. Ben oui, voilà, mais c'est parce que dans la série, comment ils abordent ce travail-là, disons, invisible de care du personnage féminin? L'alcoolisme progressif. Ah oui, bon. Tu sais, c'est vraiment... C'est juste que Donc, j'avais... elle, vraiment le parodie. Mais elle parodie avec une espèce... C'est ça qui est extraordinaire, c'est que on a toujours très peur de l'humoriste moralisateur, moralisatrice. Oui. Surtout chez les femmes. J'ai l'impression qu'on n'aime vraiment pas se faire la morale. C'est sûr qu'il y en a chez les hommes, mais... Fait que je pense qu'il y a une habileté qui s'est créée, une obligation peut-être, ou un talent qui a émergé chez les femmes humoristes à pas taper sa tête, mais avoir à livrer le message comme un biscuit chinois. Comme « Ah, hey, wow! » C'était ça la force. Ce que j'aime beaucoup aussi de Inside Amy Schumer, c'est les interstices de rencontres avec les humoristes masculins. Ouais. À la fin? Ouais, quand Oui. elle est au bar puis qu'elle leur parle des réalités. Comment ça s'appelle, voyons, le segment, en tout cas, je m'en souviens plus. Ouais, si elle avait un nom, je m'en rappelle plus, mais ça Talking aussi, c'est with. une espèce de façon de relativiser sans... La posture, autant que Dick Schumer est devenue, avec les années, quelqu'un de très puissante dans son approche, Oui. au début, tout était en... Il faut quand même dire que c'est la première humoriste féminine à faire le Madison Square Garden à guichet fermé. Wow! Ouais. Hey, c'est comme... Oui, non, effectivement, c'est un gros... Voilà. Je me suis attendu ça soit Joan Collins. Hein? Non, pas Joan Collins. Malheureusement, j'ai un... En tout cas, il me semble, je veux pas... Non, quand mais je sors des prendrait choses pas. comme ça, Non. j'ai toujours peur que quelqu'un arrive et se dire « C'est faux! » Mais bon, Collins, parce que t'en parles dans ta thèse, je pensais à Joan Crawford. John Crawford. C'est ça. Mais c'est qu'elle avait, dans ses débuts de carrière, une espèce de elle avait une façon de se rapetisser pour rentrer dans des sujets. Puis une fois qu'elle a été confortable dans le sujet, puis que tout le monde a été confortable avec le fait qu'elle était là, on la voyait se déplier. Ouais, puis là, elle était all-in, là. C'est ça. Puis ce moment de all-in, c'est de la haute voltige, à la fois humoristique, à la fois artistique, puis à la fois intellectuelle. Amy Schumer a fait une job de travail sur les portes ouvertes, les portes fermées, les portes à défoncer, qui est magnifique. Oui, puis ce que j'aime aussi avec Amy Schumer, parce que je me suis tapé sa biographie, son autobiographie, Ah son ouais. livre, c'est que c'est aussi une fille de terrain, en fait. C'est que de la scène, elle en fait encore. Des petits clubs, elle en fait encore. De la route avec des humoristes, pas cool les vieux, elle en a fait. La scène, c'est ça qu'elle veut faire. Les films, tout ça, ça l'intéresse, mais plus ou moins. Donc, c'est vraiment une fille d'humour. Ah ouais. Ouais. Ah. Puis, je trouve que ça se sent quand même dans son... Parce qu'elle continue à avancer, à travailler. Bon, Amy Schumer, c'est pas parfait. Il y a eu immensément de faux pas. Ah ouais. Oui. Ben, tu sais, elle a eu beaucoup de blagues limites, là, OK. sur la question raciale, entre autres. Mais bon, c'est toujours un peu comme ça dans le monde de l'humour, là. On s'en sort pas. Mais... comme figure en ce moment du stand-up aux États-Unis, là, je trouve qu'elle est assez... ouais. Peut-être si. Puis elle est bulldozer un peu. tu sais, Oui, c'est ça. oui. Mais elle n'est pas rentrée en bulldozer. Ah non. C'est ça qui est fort. Elle a calculé. Bon, calculer, ça lui donne un espèce d'aspect mesquin, là, mais comme elle a juste vu les moments où elle peut penser à Jackie Robinson. Je suis une métaphore sportive, on va rester dans les métaphores sportives. Et comme c'est la Jackie Robinson de l'humour. Amy Schumer. C'est moi qui affirme ça. Tu sais, quand dans l'introduction, j'ai dit, je savais pas de quoi je parlais. Sandrine, qu'est-ce que tu as pensé du Ghostbusters de Paul Feig? C'est parce que là, ce sera pas sérieux, mon affaire. C'est pas obligé de l'être. On est au spot des podcasts J'ai d'humour. une Spotify. dépendance à Kate McKinnon. Ah, ouais!
J'essaie de gérer ma dépendance. Ben, ouais. C'est parce que quand je suis allée voir au cinéma, je suis allée voir déjà 2 fois au cinéma, donc on comprendra que ça me fait beaucoup de bien. Je suis une grande fan des Ghostbusters. Des Reitman. Ouais, je les ai beaucoup vus enfant, jouer avec mon frère à tuer des fantômes, donc c'était vraiment un plaisir Paradoxal. d'enfance. Pourquoi? Tu es un fantôme. C'est vrai, Ouais. mais on allait dans les, pour l'anecdote, vous savez, dans le temps, on avait des centres d'achat. Dans les 10 centres d'achat, il y avait des espèces de voitures pour enfants, là. Ah, ça existe encore. Ah oui? Ah, je Bon. le confirme. On mettait notre petit argent là-dedans, puis on tuait des Ghostbusters. Ben, voilà, bref. Ah, tu as les fantômes. Quand je suis allée voir ça, ça m'a fait énormément de bien, mais il y a aussi que ensuite j'ai regardé beaucoup de gifs de Kate McKinnon semi-homo-érotique. C'est pas très... T'as pas vu ça? Non, Oh mon Dieu! je suis très straight. Ça t'était pas adressé, clairement. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Elle lèche son fusil, Ouais. Mais, ouais. quand elle sort, puis elle cruise avec Melissa McCarthy non-stop, là. Je suis seule à avoir vu ça dans l'Assemblée? Non, hein? Non, je suis le seul à pas l'avoir vu. Salut! J'avais pas vu Kate McKinnon comme il faut. Je suis désolé. Grande déception. On vient de perdre 80%. J'avoue que mon analyse s'est arrêtée là. Moi, je... Ouais. Et toi? Ah, moi, il y a un moment où ce que j'ai... Ah, je sais que j'ai dérangé les gens en disant ça, mais je considérais qu'ils étaient meilleurs que les originaux. Ah, moi aussi, j'ai eu plus de fun. Le monde oui. capote dans mon environnement. Ils sont pas capables de m'entendre dire Mais des oui, mais affaires. ils ont enlevé les messieurs, Jean-Michel. Ah, c'est terrible. Puis les jokes limite. Eh oui. Non, je trouve que c'est un film qui est mieux foutu dans son ensemble. Il fonctionne, il progresse, il est pas. Effectivement, il y a des. Méchant, là, je veux dire, Il y a des bonnes scènes dans les originaux et tout, mais je sais pas, moi, ce film-là, il est mieux pensé, il est mieux exécuté. Puis là, tout le monde est comme « Ah, comment ça se fait que... » Mais, Colin, mais moi, fuck, j'ai aimé. Moi, c'est bête. Tout d'un coup, ça me reviendrait. Leslie Jones. Leslie Jones. Ah oui, OK, je cherchais son nom. Ouais. Moi, c'est Leslie Jones que je Oui, suis pas oui. capable d'arrêter de regarder dans ce film-là. Ah, ben, Elle est toujours là. Si ce n'était de Kate McKinnon, ce serait mon numéro. Ah. Puis suite, c'est tout ce qui est venu après que... Oui, bien tout sûr. Saturday Night Live. Sa son présence. espèce de- Elle aussi est bulldozer, là. C'est. Ouais, Mais pas pareil que. pas pareil. Non, Moi, non. l'ouverture du Saturday Night Live avec John Cena, où elle l'intimide, là. J'ai pas vu. Elle est prédateur. Puis Cena, tu le vois juste qui est quand même un lutteur professionnel, donc quelqu'un qui n'a pas nécessairement l'intimidation facile. Elle... dessus, t'es juste comme « Yes! C'est bien malade! » Ouais, moi, ça a vraiment été Leslie Jones. Mais j'ai un amour pour ce film-là. Ben, c'est le truc avec Paul Feig, là, c'est qu'il nous sort des bijoux de personnages féminins humoristiques parce qu'on pourrait parler de Bridesmaid. Ouais. Puis le fait, il l'avait-tu dans Ghostbusters? Parce que je pense que je l'ai juste seulement vu en salle, mais qui faisait... il y avait des options. Je me rappelle que sur Superbad, c'était possible. Puis c'était possible aussi sur... c'était possible sur Bridesmaid. Il l'avait sur Bridesmaid, oui. Parce que je l'ai écouté à m'en tordre. La vignette où... Parce que la technique de Paul Feig, c'est qu'il roule les lignes. Il Ah. donne pas nécessairement une ligne à ses actrices, à ses acteurs. Il fait « OK, dis-moi autre chose, dis-moi autre chose, dis-moi autre chose, dis-moi autre chose. » OK. Et il conserve... C'est une technique artistique qui est incroyable parce que lui, après, il reconstruit la blague. OK, j'ai besoin qu'elle soit plus vulgaire là, j'ai besoin que... Fait que je me rappelle que c'est dans Bridesmaid parce que la joke de diarrhée... il y a un- It's coming out of me like lava. il y a cette un phrase. 8 minutes là, Ben de moi- ces actrices-là qui roulent des lignes différentes Ah, sur... ça se trouve. Oh mon Dieu, mais il me le faut. Ça s'appelle Scriptorama, si je me rappelle OK. bien. Mais c'est ça. Moi, je l'avais découvert avec Superbad. Superbad, là, les descriptions de dessins de pénis, ça n'arrête pas une fois après l'autre. Puis il force ses acteurs à recommencer puis à dire quelque chose de nouveau. Dans Bridesmaid, c'est non-stop. Je ne sais pas s'il l'a fait pour Ghostbusters. Ah, Que, OK, une autre ligne, une autre ligne, une autre ligne, une autre ligne. Puis après ça, au montage, il fait, non, c'est cette joke-là qui a le plus pogné. Puis ça, c'est de faire confiance à son cast. oui, mais en même temps, il casse des en tout cas, pour moi, c'est plus Superbad. Pardon, Superbad, c'est moins mon truc parce que c'est
moins mon truc. Ouais, moi, je l'ai découvert peut-être pas à ce moment-là, mais à un moment où je valorisais ce genre de moment-là. Mais je trouve qu'il reprend dans Bridesmaid ce type d'humour qu'on n'est pas habitué à voir Ouais, mais au féminin, je vais mettre ça en oui, guillemets, absolument, bien sûr. absolument. Puis ça l'a créé un précédent. Moi, je crois. C'est ça que je voulais t'entendre sur Bridesmaid. Est-ce que ça a créé un précédent? Il Oui. faut qu'on est d'accord là-dessus. Oui. Ben, encore, succès financier. Non, oui, ça fonctionne. Parce que moi, ce qu'on m'a dit quand Bridesmaid est sorti, les commentaires de mes amis qui revenaient, c'était « Ah, c'est vraiment bon pour un film de filles. » Oh non, Et c'est presque meilleur que The Hangover, qui était C'est- sorti. tellement Donc- meilleur que Hangover. Oui, mais Hangover, tu sais, c'est comme- pittoresque. Je trouve que ça parle beaucoup de dans Ouais. quelle vignette on met Bridesmaid. Un humour de gars, un film de ruée vers Vegas. Donc, c'est ça. Ouais, Je me disais que c'était intelligent du réalisateur d'avoir été là-dedans et l'avoir fait avec brio. C'est qu'après, justement, comme tu dis, ça crée un précédent. On peut aller vers ça. Ben, c'est que là, c'était meilleur que Bridesmaid, c'était moins bon que Bridesmaid, c'était C'est pas ça. meilleur que Hangover. Autre chose, Ouais, c'est ça. parce que t'en vois encore, là. Il y a de ces films, ils sont moins publicisés, mais les castes féminins qui font. C'est comme un film en eux-mêmes, là, que Oui, c'est oui, pas, tout à c'est pas une fait. comédie romantique, parce que c'est comme 50-50, mais il y en a 8 de chaque bord. Mais c'est parce qu'au niveau de la production, au niveau de où est l'argent, on veut moins en faire des films comme ça. Ouais. Oui. Ah non, moi, c'est ça. C'est comme pour revenir au débat par rapport aux Ghostbusters, tu sais, chez les geeks, malheureusement, on a beaucoup de gatekeepers, on a plusieurs personnes qui veulent absolument conserver la culture geek sous une cloche de verre Ouais. intacte qui ne doit absolument pas bouger. Puis les arguments contre Ghostbusters étaient toujours du point de vue mercantile. Ça fera pas l'argent que ça a promis que ça ferait, donc c'est clair qu'ils vont pas en faire un deuxième. Donc, c'est clair que c'est un échec, mais quand tu considères Ghostbusters à l'extérieur des statistiques économiques, des retombées économiques, c'est un succès sur toute la ligne. Puis même quand tu commences à interroger les chiffres, c'est un film qui a fait son argent et bien plus. Fait que, tu sais, Bridesmaid, c'est comme ça que c'est rentré dans le méga succès, parce que le premier baromètre, c'est toujours l'argent. Fait que Bridesmaid fait 250 millions de dollars la première fête de semaine, j'en ai aucune idée, il faudrait demander à Box Office pour ça, mais tu sais, là, t'es là. Succès commercial, féminin, on parle aussi de Wonder Woman, on parle aussi de Captain Marvel, tu sais, tout ça est de cette tradition-là. Ouais. Puis après ça, ça devient des films qui se mesurent à. Oui, c'est ça, mais c'est juste qu'il y en a encore qu'un pour 18 000. Oui, effectivement, oui. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un roulement encore où c'est une chose facile et normale et en fait, ou alors même qu'on n'est pas en train de se dire « Ah, on va faire un cast de filles ». On fait juste un film au lieu de... Ouais. J'ai vu un panel, c'était très intéressant avec Thelma et Louise, mais pas Thelma et Louise, Suzanne Sarandon et Gina Davis. Et elle parlait de ça récemment. C'est pas très vieux comme panel. Et elle disait, quand on a fait Thelma et Louise, on se disait, on a changé quelque chose, justement. Absolument. Ils l'ont fait jusqu'à une certaine mesure, mais ce que soulevait Suzanne Sarandon dans cette interview qui était intéressant, elle disait, maintenant, il faut le changer dans les scripts. Ouais. Dans une foule, au lieu de caster une foule qui a juste des gars, par exemple, une foule anonyme, ben on va mettre une parité ou des... Que même l'image elle-même devienne saturée, pas juste dans les personnages principaux, mais que le concierge en arrière-plan, ce soit pas nécessairement un concierge. C'est des choses comme Ouais, je trouve ça m'avait allumé. C'est ça. Moi, c'est plus par rapport à dans l'imaginaire. Tu sais, dans l'imaginaire du cinéma, il y a un avant et un après Bridesmaid. Ah oui. Avant Bridesmaid, on comparait les films de par leur équivalent masculin. Puis après Bridesmaid, on a commencé à comparer les films à Bridesmaid. Oui. Même les films d'hommes. Même les filles de gars, oui, je suis C'est ça. d'accord. Oui, C'était comme... Juste ça, c'est... Puis d'avoir donné le droit à... Moi, ça m'a fait du bien de voir des filles faire caca. Je suis désolée, là, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Oh, quand même. Quand j'étais au cinéma et que j'ai vu cette scène dans le... Ouais, c'est vrai. Ah! Ouais. Quand t'as jamais vu ça, que c'est... Je veux dire... Non, j'ai jamais vu une femme faire caca. Donc, T'es une petite fille, je pense. Bonjour. Ah oui. Oh, shit. Merci de me ramener à ça. J'ai essuyé une fille après son caca aujourd'hui. Oh, On a pris une dérape. à peine. Mais On a- c'est le On contraste... a tiré l'attention. C'est le contraste avec la boutique de robes de mariée. Oui. On est dans le taffetas, on est dans tout ce qui est féminin, encore une fois, en guillemets, et d'avoir cette dérape là, totale, cette intoxication alimentaire à la 5 Ouais. sur le luxe, la soirée, ça fait du bien.
Oui, 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 absolument, absolument. Puis c'est une scène importante. On avait besoin de cette scène-là à ce C'est ça. moment-là, puis ça l'a comme... Ça a ouvert d'autres choses ensuite. Ça a Voilà. ouvert les effluves. C'est le cas de le dire. Je sais plus, on est rendu à qui. Moi, c'était Ghostbusters. Fait que c'était à ton tour. Mais moi, je voulais te parler de Bridesmaid, fait que c'est comme fait. C'était-tu tu voulais que je parle de Bridesmaids? Oui, Oh, ouais. oui. Oh, shit. OK. Wow. Fait que là, on est. Là, on est à moi. J'ai-tu parlé de Ben, Bridesmaids? attends. Ouais, c'était Ouais, badass. Bridesmaid, regarde. T'en as donc bien. Hey, je me suis préparée. C'est bien ça. OK, moi, ça, c'était Ghostbusters. Fait que là, je suis rendu à... Je l'ai-tu écrit? Non, j'ai pas écrit. Ça là est plus... Ouais, je m'amuse. Qu'est-ce que tu penses de Sarah Silverman? Hey, moi aussi! Non! Oui! Ah, on gagne une croisière! Oh, shit! Wow! J'avais pas tant d'opinion. Ben, je la connais pas assez. Je la connais un peu. Je veux dire, j'ai écouté certains shows, j'ai lu certains extraits de son livre. OK. Puis là, mais c'est sûr que moi, c'est pas du tout ma spécialité, l'humour juif. Ah, ouais. Je m'y c'est vrai, connais ça rajoute très quelque peu. chose, ça, ouais. Donc là, je me disais, si toi, tu étais plus versé là-dedans, tu aurais pu intervenir. Avoir ton visage, je comprends que non. C'est vraiment la perspective de femme. Il y a des... Sarah Silverman est à un drôle d'intersection actuellement. Puis c'est pour ça que je te le demandais. Développe. T'as-tu entendu lors des élections, c'était les élections de Trump, je pense, qu'elle a fait un sketch humoristique où elle a offert de baiser n'importe quel républicain qui donnerait $1 million à la campagne de Clinton? Non. Comment Gros- ça m'est passé sous le radar, ça? Gros sketch de, tu sais, I will fuck old white Jews if you give to Hillary's campaign. J'étais comme, wow, wow, wow. J'ai pas l'outillage pour être capable de déballer ça. Ouais, ben, je pense que c'est pour ça que j'ai pas trop touché à Sarah Silverman. Ben, déjà parce que j'allais pas dans l'humour profondément, mais c'est qu'elle est un peu une patate chaude, spécialement au rapport au corps. Ben oui. Sur Instagram aussi, tu sais, elle a posté récemment, ben, il y a peut-être une couple de mois, une photo qui dénonçait une clinique où elle avait eu un traitement invasif de palpation des seins, par exemple. OK, Moi, je trouvais ça très intéressant. absolument. Ouais. Ouais. Après ça, la photo a bien sûr été censurée parce que c'était un mamelon féminin. Ah, Donc là, ça a apporté une deuxième couche. Elle a reposté sa photo pour dénoncer la censure d'Instagram de son sein. Donc là, à ces moments-là, moi, je la trouve intéressante. oui, Ouais, puis elle joue beaucoup sur les tabous. c'est ça. Des- Mais Mais là, ça, c'est effectivement un autre niveau. elle est loin, puis elle a été, tu sais, étant une figure associée à presque tout le monde. Il n'y a Oui, personne oui, en oui, humour elle côtoie actuellement tout le qui n'est monde. pas de près ou de loin, qui n'a pas fait la tournée, ben, qu'on parlait un peu de la manière d'Amy Schumer, mais est à la fois avec la gang de Mr. Show, parce que, bon, autant à la fois avec la gang de Dan Harmon, parce que... C'était avec Tig Notaro au Largo. Ah ouais, Oui, euh, c'est elle qui la présente avant de monter sur scène. que Louis C.K., que, tu sais, c'est Oui, comme... c'est ça. Elle a une présence, ou du moins, elle est citée dans toutes ces histoires-là, fait que... Puis effectivement, pas de limite, pas de pudeur, pas de... Elle a une espèce de... Puis c'est ça, tu le dis bien, moi, je connais pas particulièrement bien autant l'humour hébraïque, mais elle va de cette tradition-là pour être L'impression, capable oui. de beaucoup historiciser son travail. Fait que c'est pour... Ouais, je t'ai posé la question pourquoi est-ce que je... tu sais, parce que moi, je sais pas quoi en penser. Moi, je J'étais l'avais comme- écrit parce que je me demandais si toi, tu savais, tu vois, on s'est auto-lancé des pistes floues. Ben, c'est que tu sais, je l'aime, je la trouve drôle. Je peux te parler d'un de ses sketchs que j'aime beaucoup, qu'elle relate dans son livre. Ouais. Parce que je trouve que c'est une bonne manière. Parce que je pense que l'humour au féminin, je mets toujours ça en guillemets, peut devenir de l'humour féministe quand il y a un jeu sur le corps, quand il y a une perte d'une honte par rapport à ce qui est honteux dans le féminin. Donc, souvent les menstruations, etc., etc. Donc, ce qui est dans le grotesque, hein, souvent on associe beaucoup quand on parle de grotesque, on est dans des protubérances. Ben, c'est ça, mais là, Oui. de suggérer de se prostituer pour... On est là-dedans. C'est ça, ça Exact. aussi. Elle est c'est- tout le temps là-dedans. Et il y a un sketch assez drôle où elle arrive sur scène avec ses pantalons tachés de sang. Donc là, automatiquement, le public pense menstruation. Mais en fait, elle fait une blague de sexe anal.
Ah! Et là, je trouve ça génialissime parce qu'elle touche à 2 tabous d'un coup. Aïe, aïe! Puis là, j'ai vu ça, je me suis dit, voilà. Elle dit, vous pensiez que je savais où j'allais, mais non, je vais vous mettre ça encore Ça va plus être- loin dans le tabou féminin. Et ça, pour moi, c'est Sarah Silverman. Oui, C'est c'est une ça. belle description. C'est ça. Si vous n'êtes pas prêt à ça, allez pas du côté de Sarah Silverman. Et elle a, c'est ça, une appréciation puis une admiration parce qu'elle fait ça quand il y a plein de personnes qui auraient peur, là. Ah oui, oui. Et elle a pas froid aux yeux, puis tout. C'est ça, c'est que je peux pas écouter un show du Sarah Silverman Show, par exemple, sans qu'il y ait un sketch que je fais. Ah non, je grince des dents tout le temps, moi aussi. Wow! Oui, oui. Ah! Ouais, ce qui est un peu sa force. Ouais, c'est ça. Bon. Bon, ben c'est à moi. Je sais pas, c'est flou. À toi! Ben là, je sais pas si t'en as entendu parler. Je prends une chance. François Pérusse. Profitez pleinement du plein air. Oh, je connais. OK. La joke, c'est que je connais pas François Pérusse. Mais là, lance-moi pas, là. C'est pour ça que j'étais comme, ouais. François Pérusse, non, on parle de femmes en humour. Je vais pas te parler de François Pérusse. Bon point. OK? Je trouve plus mon post-it. En pleine campagne électorale Ouais. Trump-Clinton, l'humoriste Kathy Griffin Ouais. a fait une blague avec la tête de Trump décapitée. Ouais. Elle a eu un immense backlash. Ouais. Elle a perdu sponsor, tournée, etc. Mhm. Je voulais t'entendre un peu là-dessus. Est-ce que tu as suivi ça? Qu'est-ce que tu en penses? Après ça, elle-même a dit qu'elle a subi Hey. un ressac trop gros pour ce que c'était, Absolument. du Ouais. fait qu'elle était non seulement une femme, mais une femme âgée. Ah, ça fait partie des critères. Ouais. J'avais pas vu ça de même. On va mettre âgée entre guillemets ici, mais Ouais. âgée pour le monde de l'humour. C'est ça. Moi, Kathy Griffith, je la connais de News Radio. News Radio, c'est une télésérie, un sitcom que j'aime beaucoup, avec Dave Foley. Joe Rogan a commencé là-dedans. Andy Dick a commencé là-dedans. Moira, je me souviens plus de son nom. Moira. J'ai McTaggart, mais Moira McTaggart, c'est la blonde de Charles Xavier dans X-Men. Juste pour vous dire où mon cerveau se rend. Je l'ai toujours un peu suivie. Je ne la croyais pas. Ben, en fait, comment est-ce que je peux dire ça? J'ai beaucoup de difficultés avec l'existence de la section commentaires. La section commentaires comme entité en culture me fait très mal comme personne. Quand je parle de la section commentaires, Ouais, j'allais je te parle de demander de cette définir. idée-là que on peut... C'est un défouloir public non réfléchi qui existe à la vue de tous et qui est motivé pour des raisons aussi variées que de personnes qui y participent. On est actuellement dans un moment vraiment étrange que, par exemple, les gens vont publier sur les réseaux sociaux une nouvelle extrêmement intéressante ou enthousiasmante, une belle nouvelle, là, et qui vont commenter. J'aurais pas dû lire la section commentaires. Tu sais. Oui. C'est cette idée-là que tout est doux amer, tout est comme... et que cette force-là, elle est anonyme. La section commentaires, autant qu'on essaye de ramener les propos à des individus, la section commentaires est un gros démon. C'est une grosse force avec 1001 visages qui pustule, qui... Tu sais, c'est le dépositoire de tout ce qu'on a de laid comme Humanité, humanité. justement, comme on C'est disait ça. au début. Ouais. Fait que c'est pour ça que je considère que c'est un démon. On a décidé, la tradition judaïque des démons, c'est il y a quelque chose qu'on n'aime pas chez nous. La meilleure façon de le gérer, c'est de le sortir de nous. Puis quand on le sort de nous, ça existe à l'extérieur de nous, on est capable de le nommer, on est capable de l'aborder, on le voit. Quand il est à l'extérieur de nous autres, on peut regarder son comportement, me faire « Ah, quand tu bouges de même, tu vas me faire ça. » Démon, je t'exorcise pour que tu sois à l'extérieur. La section commentaire, c'est cette force externe à nous, mais qui est le démon de l'intelligence collective. Puis là, tu relis ça comment, Kathy Griffin, que je te suive? Tu veux dire la réaction qu'il y a eu autour d'elle? C'est la section commentaire qui s'anime puis qui devient une grosse Trop gros griffe pour ce puis que qui c'est. et qui défigure quelqu'un. Qui défigure quelqu'un pour les mille et une raisons que cette section commentaire-là, ce démon est capable de cracher comme fiel. Parce que, fondamentalement, elle n'a rien fait qui n'avait pas sa place dans une pièce de théâtre de cégepien. Oui, c'est vrai, tant qu'à ça. Tu sais, c'est comme, j'ai vu ce truc-là, c'est qu'est-ce qu'on a fait
Je me rappelle de l'avoir... Tu sais, on l'a fait pendant le G2. Je sais pas, je me rappelle pas, là, je suis vieux. Mais tu sais, c'est rien, là. Tu sais, c'est tellement rien, mais c'est la mobilisation, la colère orientée. Oui, mais voilà. Mais la question est, vers où est-elle orientée dans la section commentaires? Et c'est là que le point aveugle doit venir. C'est qu'on a une violence. Et je veux dire, c'est le travail qu'a fait The Guardian avec leurs différents chroniqueurs. Et là, on est en train de sortir de l'humour, mais ça a place quand même, sur comment les personnes racisées et les femmes et les personnes non-binaires, etc., ont une violence beaucoup plus forte, reçoivent ce fameux démon. Oui, mais c'est ça. Mais moi, toute démonstration de la force de ce démon-là me fait paniquer. Oui, oui. Je ne peux pas côtoyer la section commentaires d'une façon ou d'une autre. Je préfère croire que mes proches sont des bonnes personnes. Ça me fait paniquer. Kathy Griffith, dans tout, parce que une des choses que j'aime beaucoup, c'est la lucidité d'une excuse bien sentie. Puis on est actuellement dans une période de cette personne-là s'est excusée, mais on le croit pas. Cette personne-là s'est excusée, mais on le croit. Il y a même eu un épisode assez intéressant pendant que je jardinais de This American Life qui portait sur une excuse par rapport à un harcèlement sexuel en milieu de travail, en humour. Qu'est-ce que c'est l'excuse qu'on accepte? Qu'est-ce que c'est l'excuse qu'on n'accepte pas? Toutes non pas les justifications, mais toutes les prises de parole que Kathy Griffith a eu à vivre pour cette situation-là, je n'ai jamais entendu 2 fois le même argument. C'est une femme qui avait l'intelligence d'être capable de regarder la situation qui a émergé d'un de ses actes de toutes les dimensions possibles. Puis, c'est peut-être la naïveté, mais pour moi, quelqu'un qui est pas sincère va dire « je m'excuse » comme ça, va y trouver un aspect, va rester à cet aspect-là et va le répéter ad nauseam jusqu'à temps que tout le monde l'accepte. Mais quelqu'un qui a véritablement une compréhension de ce qui s'est passé va faire « ouais, ça c'était trop, j'ai parlé à eux autres de pas une bonne manière ». Cette frange-là l'a interprété comme ça. Tu sais, elle a été capable de déconstruire l'acte avec une lucidité tellement forte que je n'ai pas le choix d'accepter à la fois l'intelligence et la sincérité. Là, est-ce que la section commentaire est capable de pardonner? C'est ça. C'est pour ça que je deviens comme... Oui. Ben là, je vais être avec toi, on regardera pas. C'est ça, je peux pas. Parce qu'ils le font pas. Ce démon-là s'excuse pas. Il n'y a pas de moment de... Ouais, au final, tu sais, tout ce qui est de plus néfaste en opinion populaire, c'est trompé. Ben non, ça... Dark. Tu m'en lances une dernière? Je t'en lance-tu une dernière? Parce que je les ai plus. Qu'est-ce que... Parce que moi, c'est une grosse bombe, sinon on rentre pas. God damn. Non, mais non. La mienne est tout aussi... OK, non, regarde. On peut y aller vraiment léger, genre ton sketch préféré de Tina Fey ou d'Amy Poehler. T'en as-tu un? J'ai-tu un sketch préféré? Je sais pas. Moi, j'allais demander qu'est-ce que je n'ai pas écouté que je dois absolument écouter. Ah, ça, c'est dur parce que c'est vaste puis je suis pas très bonne là-dedans. Ben là, parce que je te répondrais Nanette. Ouais, j'avoue. C'est ça, c'est que là... Ouais. Mais sinon, j'ai envie de parler sur la scène montréalaise. Go! Moi, je trippe sur les soirées Tranovision de Trano-Tour. Ouais? Vraiment, là, aller faire un tour à Tranovision, c'est donc une projection de film. OK. J'ai pas connaissance du tout de ces soirées. OK. Donc, c'est des projections de films, des comédies... Ben, pas juste des comédies romantiques, là, mais des films qui ont connu un succès critique moyen, mais populaire élevé. Donne-moi un exemple, s'il vous plaît, là, parce que... Hein? Ben, à Noël, nous avons regardé Love Actually. OK. My Best Friend Wedding. OK, des classiques. Ils ont fait Titanic. Ouais. C'est des quand même. Mais c'est des classiques. Classiques, mais voilà. Et donc, on projette le film en anglais, sous-titré, parce que c'est quand même plus sur la scène anglo. Et il y a un panel qui commente par-dessus. Et qui fait des blagues, etc. C'est très, très drôle. C'est incroyable. Que vous ayez vu le film suggéré ou non. Mais c'est-tu comme un traitement de Rocky Horror? C'est-tu comme des interlignes? Le public... Non, c'est ça. C'est vraiment un commentaire un Mystery Science Theater 3000, là, c'est... Ouais, puis c'est vraiment de l'impro, là, tu sais. Tel comédien a un chandail lettre, on commente, puis on fait une blague sur le sujet. Mais les invités sont très, 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 très rapides, vifs, quick, et ça fait... Parce que moi, par exemple, Love Actually, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, je l'ai beaucoup pas aimé. Ouais.
Mais de le revoir dans le temps de Noël avec des gens qui, à la fois, le détestent dans la salle, mais qui viennent le voir justement pour le voir se confronter. Ouais. Des gens qui sont... Que ça a dû être le fun, ça. Ah, c'est des soirées parfaites, je vous dirais, là, pour... à la Rocky Horror, mais où c'est pas un script. OK. Oui. C'est un peu le même genre de projection live. Et au final, allez pas là pour écouter le film parce que vous l'entendrez pas vraiment. Ouais. Il y a des gens qui parlent tout le temps par-dessus, mais pas le public. Les spécialistes. OK. Fait que le public est pas nécessairement Non, dans pas le du tout. OK. Pas du tout. On parle pas vraiment. Là. On peut rire ou crier, mais non. Je dirais que majoritairement, c'est les spécialistes. Ils sont 4, plus Turner Wintour qui est là pour animer. Ah, ouais, moi, ça m'intéresse. Ah, c'est vraiment... moi, j'en parle tout le temps à mes étudiantes et mes étudiants. Là, Trenovision, c'est super le fun. OK, ben regarde, on va conclure avec des plugs. Moi, c'est demain soir au Centaur Theatre, qui est toujours un théâtre que j'aime énormément. Il y a un spectacle qui est, en fait, des performeuses des artistes de Second City. C'est un spectacle qui s'appelle She the People, qui a assez tourné, à mon avis. Je pense que c'est un spectacle qui est quand même assez publicisé. Sauf que, avant l'ouverture du micro, on parlait un peu de ça. On parle en français. On a une grande connaissance, en fait, des événements qui sont relatifs à Juste pour rire, mais une relative insouciance totale sur ce qui est en train de se passer du côté de Just for Laughs. Alors que c'est... Tout aussi riche. Ouais, j'allais dire, voire même plus avec un petit 3 petits points. Ouais. Non, En tout cas, diversifier autrement. c'est ça, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que qu'est-ce que Juste pour rire peut offrir, c'est des activités qui sont nécessaires à la scène francophone actuelle. Voilà. Fait que des deux bords, étant peut-être plus des personnes qui ont un penchant vers la culture populaire anglophone, on regarde la programmation de Just for Laughs et on fait « Ah, wow, il y a vraiment ça! Ah, wow, il y a vraiment ça! » Mais je pense que c'est un festival quand même complet. Des deux bords, ouais. Et surtout avec le off aussi, ZooFest, il y a beaucoup de choses qui se passent là, oui. Il y en a énormément. Donc, c'est ça. Demain soir, au Centaur Theatre, qui est dans le Vieux-Port, qui est un super beau théâtre, She the People de Second City. Moi, je vais vraiment... je suis correct demain soir? S'il y a quelqu'un dans la salle qui veut garder mes enfants, ça serait l'affaire à faire. Vraiment. Je vais-tu des mains levées? Non. Non, il n'y a pas de demande en délire. Ça n'arrive pas. Désolé. Merci énormément. Sandrine, Pareillement. ça s'est-tu bien passé? Oh oui, c'était éclaté, mais on aime ça être éclaté. C'était pas supposé de l'être? Ben oui, on avait des post-it. Comment tu voulais que ça finisse? Sandrine Galland, merci énormément. Nous étions Pop en stock. Merci à la tante Spotify. Merci à Guy. Merci à Stéphane. Merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Bonne soirée. Je pense pas que j'en avais un 3. Non, c'est ça, Ghostbuster.